Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Droit dans les yeux, émission dans laquelle nous recevons aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo. Après 3 ans en République démocratique du Congo, il est en fin mandat et il nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre invité aujourd'hui sur ce plateau. Monsieur Jasper Sarotte, bonjour. Bonjour, monsieur Marius. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un ambassadeur sur un plateau de télévision, mais ce qui vous a également caractérisé, c'est que vous êtes un ambassadeur hors norme. Vous êtes venu ici nous voir sans protocole, sans garde du corps, vous êtes venu seul. C'est une caractéristique que les Congolais quand même retiendront de vous. Merci énormément d'être là. Merci beaucoup à vous. Écoutez, je vous rassure que c'est pas non plus au quotidien que je suis dans un studio de télé ou sur une chaîne de radio, donc je suis très content d'être là. Merci beaucoup, ça nous rassure. Je le disais tout à l'heure, c'est depuis 3 ans bientôt que vous êtes en République démocratique du Congo. Là, vous êtes presque en train de faire vos au revoir, pour ne pas dire vos adieux. La première question, c'est que si aujourd'hui on vous posait la question de savoir qu'est-ce que vous gardez de votre passage en République démocratique du Congo, ce serait quoi le grand souvenir? Bon, le grand souvenir, c'est toujours les gens. C'est les rencontres au quotidien, c'est les rencontres de tous les Congolaises et les Congolais que j'ai pu croiser ces derniers 3 ans, dans plein d'endroits différents, dans des camps des réfugiés, jusqu'au palais présidentiel. J'ai eu cette opportunité, grâce à mon fonction, de rencontrer tous ces gens dans différents domaines, secteur privé, les artistes, le milieu politique, mais aussi les autres étrangers, les ambassades dans ce pays. Et c'est toujours ces relations humaines qui sont les plus importantes, qui font à la fin aussi nos relations bilatérales. Et c'est ça ce qui marque toujours aussi un passage dans un pays. Et relations bilatérales, justement, on en parlera tout à l'heure. Mais dernièrement, avant de lancer cette émission, il y a eu une vidéo de vous, de votre ambassade, qui a circulé le jour du poisson d'avril, où on vous voit arriver, saluer la délégation, puis aller dans les toilettes pour saluer la personne qui nettoyait les toilettes. Est-ce que c'est une vidéo vraie ou c'était une blague? C'est mardi 1er avril 2025. Après la belle lurette, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République helvétique en République démocratique du Congo, RDC en sigle, son Excellence M. Jasper Sarotte, s'est rendu très tôt le matin à l'ambassade de Suisse, sise sur le boulevard Colonel Tchachi, pour rencontrer les équipes de nettoyage récemment rentrées de la Suisse après une formation de 3 semaines dans les nettoyages approfondis. Vous avez appris ça en Suisse? Vous les avez envoyés en formation en Suisse, c'est ça? En fait, je suis très très content de cette visite de numéro 1, le patron de l'ambassade de Suisse, qui est arrivé ici la première fois. Ça nous a motivés vraiment. Je crois que son visite va nous laisser quelque chose de bon ici à l'ambassade et quelques souvenirs. Nous avons reçu beaucoup des ambassadeurs, mais il est excellent, il est exceptionnel. Écoutez, la vidéo elle-même, elle était vraie, parce que sinon, on se posait pas la question si c'est vrai ou pas. Non, c'était bien fait. La vidéo elle-même, mais c'était un poisson d'avril, évidemment. C'était quoi le message derrière? Alors, le message derrière, d'un poisson d'avril, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il s'agit de quelque chose de vrai, qui à la fin ne l'est pas. Donc, on construit une histoire pour faire croire aux gens qu'il soit vrai. Donc, c'est ça le message. Il n'a pas un message plus profond que ça, vu que c'est une blague, non? Après, si on veut aller plus loin, bien sûr, on trouve toujours aussi des messages derrière tout ça, mais je pense que tous ceux qui ont aussi écouté la vidéo, qui ont écouté bien le texte, etc., ils ont bien compris que c'était pas du sérieux, que c'était que c'était une blague, et j'ai eu l'honneur que toute mon équipe était partante de le faire. Donc tous les personnages, c'est pas des vrais acteurs, mais c'est des membres de l'équipe qui ont eu beaucoup de plaisir aussi. Il n'y avait pas un message particulier que l'ambassade voulait passer, parce que choisir quand même les toilettes et l'ambassadeur, c'est quand même c'est énorme comme gap, non? Non, ce n'est pas un gap. Vous savez, on utilise tous les toilettes au quotidien, plusieurs fois. Ouais. Et je pense que c'est peut-être même l'endroit où on est tous les plus égaux sur cette planète, non? Parce qu'on a les mêmes besoins, n'importe de quelle couche de la société qu'on est. Et on sait aussi que l'hygiène, aujourd'hui, elle est importante. Donc voilà, vous me poussez à aller trouver un message dans toute cette vidéo aussi, mais c'était tout d'abord, c'était pour faire croire les gens que c'est quelque chose de sérieux. Mais évidemment, c'est pas ça la tâche de l'ambassadeur, d'aller inspecter au quotidien les installations sanitaires. On est bien d'accord. Oui. Mais alors, vous êtes décrit, et moi d'ailleurs, la première fois que je vous ai rencontré, j'étais très, très touché par votre humanisme, par votre simplicité. Vous êtes quelqu'un de très abordable. Tous ceux qui vous ont rencontré
le témoigne. Est-ce que c'est une stratégie politique pour être proche des Congolais ou c'est comme ça que vous êtes? Écoutez, c'est pas une stratégie, je pense. Moi, je suis pas un acteur. Hein. Je suis un diplomate de carrière. J'ai grandi moi-même dans un petit village de montagne. Je dirais dans une famille de la classe moyenne. Et j'ai grandi avec certaines valeurs, des valeurs que je partage. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être proche des gens. Moi, je m'intéresse aux personnes. Donc, ça veut dire aussi que je vais à la rencontre des personnes que je travaille avec nos partenaires, etc. Donc, de montrer ce proche de terrain, d'être accessible, etc. C'est pas forcément une stratégie, mais c'est vraiment, c'est moi en tant que personne. Mais évidemment, si c'est bien apprécié par mes interlocuteurs, tant mieux. Et c'est vrai que parfois on casse un peu l'image peut-être d'un typique ambassadeur, mais je dis toujours, il n'y en a pas un qui est typique, mais voilà, ce côté protocolaire, peut-être assez formel, toujours un peu distant. Je trouve aussi, c'est peut-être une image de la diplomatie qui aujourd'hui est un tout petit peu dépassée. Je crois que la diplomatie qui aujourd'hui n'est pas toujours comprise, elle doit aussi être plus proche des gens et parfois aussi s'expliquer. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je trouve que c'est aussi une volonté de le faire, mais je joue pas un rôle. Là. Donc, ceux qui m'ont rencontré, j'espère qu'ils ont rencontré la vraie personne derrière ce visage. Voilà, c'est cette personne qui est avec nous sur ce plateau, Monsieur l'Ambassadeur. Revenons maintenant à votre travail. Et quel bilan, Monsieur l'Ambassadeur, faites-vous de la coopération bilatérale entre votre pays, la Suisse, et la République démocratique du Congo pendant votre mandat? Écoutez, moi je dis le bon mot pour un diplomate, c'est toujours de dire on est là pour servir et pour disparaître. Hein, donc c'est pas forcément, je suis pas là pour faire un bilan de ce que moi j'ai pu faire lors de mon passage. Je suis là dans la continuité. J'avais un prédécesseur, j'aurai un successeur. On est des pays amis depuis l'indépendance de la RDC et c'est sur ça qu'on construit nos relations. Donc moi, j'étais qu'un élément qui était là de passage, qui a essayé de développer davantage ces relations. Je pense qu'il y a des domaines où on a fait des avancées. On voit aussi, on était sorti d'une période Covid. On a aujourd'hui de plus en plus des entreprises suisses qui s'y intéressent. À la RDC aussi, on a eu beaucoup de voyages dans les deux sens. On a eu une visite présidentielle ici au pays il y a 2 ans. Donc ça, c'est évidemment des moments forts qui marquent des relations bilatérales entre des pays. Mais voilà, mais comme je l'ai dit, il y aura une certaine continuité aussi le jour que moi je quitterai. C'est pas lié à ma personne. Ça veut dire que quand on vient comme ambassadeur, on n'a pas un projet, on n'a pas une vision qu'on veut mettre en place, on fait juste une continuité? Écoutez, la Suisse a évidemment une stratégie pour sa politique étrangère et après aussi des stratégies régionales. Donc, il y a aussi une stratégie Afrique de mon ministère des Affaires étrangères. Après, j'ai moi-même chaque année des objectifs, donc un peu comme le secteur privé aussi. Donc, j'ai des objectifs à atteindre aussi pour développer davantage nos relations bilatérales. Mais je suis pas venu moi-même avec ma vision de tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit, voilà, de nouveau dans la continuité, dans les relations de manière générale qu'on a avec le pays. La RDC, pour vous le dire, et peut-être qu'on reviendra après, c'est un pays prioritaire pour la coopération suisse. Donc, c'est d'une vingtaine de pays au monde où on est fortement engagé et on a des liens très, très étroits. Et quand vous dites relation prioritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Suisse, pour sa coopération internationale, elle a une vingtaine de pays au monde où elle met en œuvre des projets avec un budget assez conséquent. Ce qu'on n'a pas partout au monde, parce que la Suisse est un petit pays, on peut pas être présent partout. Petit pays en termes de superficie, mais énorme en termes des moyens, non? Bon, écoutez, on est moyen, financier, c'est vrai qu'on est considéré comme un pays riche, même si on est très pauvre en ressources. Mais on n'est que 9 millions d'habitants, donc on pourrait mettre la Suisse 2 fois dans la ville de Kinshasa, non? Et on serait toujours moins nombreux que cette ville ici. Donc oui, c'est vrai, après, il y a des domaines aussi où la Suisse est assez forte, mais pays prioritaire, ça veut dire aussi donc voilà, qu'on met des moyens et qu'on a sur le long terme des projets de coopération qui ici au pays aujourd'hui sont évidemment les besoins humanitaires qu'il y en a notamment à l'Est, mais pas seulement, avec tous les déplacés de la guerre, mais en même temps aussi des projets de développement, parce que ce qui va développer le pays, c'est les vrais projets de développement. Mais parlez-nous un peu des projets concrets que la Suisse fait en RDC. Alors, on a 3 domaines, gouvernance, santé
et formation professionnelle. Et si je parlerai de la formation professionnelle, que je trouve c'est toujours une belle image à montrer, vous voyez, il y a la gratuité de l'école primaire, le secondaire, il y a encore pas mal de jeunes qui le suivent, mais qu'est-ce qu'on fait après? Il y a ceux qui sont un peu plus privilégiés qui peuvent aller à l'université, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc le fait d'apprendre un métier de style apprentissage, ça veut dire apprendre à la fois la théorie et le côté pratique, c'est crucial parce que c'est comme ça qu'on crée des emplois, mais qu'on forme aussi des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est pas seulement le fait de former quelqu'un dans un centre de formation et dire, voilà, on a maintenant 50 nouveaux mécaniciens. C'est carrément d'avoir dans un garage des jeunes qui sont encadrés par des gens avec de l'expérience, qui apprennent sur le tas. Des choses concrètes que vous avez faites qui sont là? Alors, on travaille avec plusieurs centres de formation professionnelle. On a ces dernières années, on a plus de 8000 jeunes qui ont été formés dans un métier qui aujourd'hui souvent gère une petite entreprise. Ça peut être un garage de voitures, ils peuvent être des tailleurs, ils peuvent avoir une petite entreprise de construction. Donc voilà, ce système de formation professionnelle ou d'apprentissage qui est inspiré par le système d'apprentissage qu'on connaît aussi en Suisse, donc permet à la fois de former au niveau théorique et pratique les jeunes et de donner une vraie perspective d'avenir. Ok. Alors, mais est-ce que quels sont les investissements les projets de l'ambassade par rapport, par exemple, à la promotion des jeunes et de la femme? Alors, les jeunes, voilà, avec la formation professionnelle, on a, dans la formation professionnelle, la moitié sont des femmes, donc on fait aussi, vraiment, on essaye de respecter les deux de la même manière. On a aussi, notamment dans le domaine de la santé, où on travaille aussi étroitement avec les autorités locales, on a aussi des programmes au bénéfice des jeunes mères qui sont en maternité, etc. Donc il y a plusieurs projets dans tout ça. Mais pour nous, par exemple, les jeunes et les femmes, c'est pas en soi une priorité, c'est un sujet transversal qui est reflété dans tous nos projets qu'on met en œuvre. Alors maintenant, parlons de la paix, de la sécurité, de la gouvernance. Monsieur l'ambassadeur, nous savons que c'est un domaine assez sensible d'en parler, mais on va essayer avec vous, tout en n'entrant pas trop dans les secrets classifiés. Nous savons que votre pays, la Suisse, est un pays neutre et vu comme un pays neutre sur le plan international. La RDC est en train de traverser un moment difficile avec l'agression à l'est par le Rwanda. Quelle est la position de la Suisse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en RDC? Est-ce que vous occupez toujours cette position de neutralité ou vous avez une position claire sur ce qui se passe? Écoutez, vous savez, la neutralité, dans son noyau dur, elle veut dire que la Suisse ne soutient aucun pays qui est en guerre avec, par exemple, une livraison d'armes. Mais ça veut dire on entre en contact avec aucune des parties en conflit. Mais la neutralité ne veut pas dire qu'on est indifférent. Donc, être neutre ne veut pas dire qu'on peut condamner une agression. Et c'est ça ce que la Suisse a fait. La Suisse était membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2023 et 2024. Et la Suisse a toujours condamné l'agression rwandaise et le soutien du M23 clairement et fermement dans toutes ses prises de parole. Donc, la Suisse n'est pas neutre pour ce qui est du conflit et de la guerre et de tous ces dégâts et conséquences qu'elle amène, mais la Suisse ne livrera jamais des armes ni à la RDC ni au Rwanda pour, en quelque sorte, alimenter cette guerre. Et c'est notre position partout dans le monde. Mais quelles sont les positions concrètes ou qu'est-ce que vous avez fait de concret par rapport à ce qui se passe en RDC, entre la RDC et le Rwanda? Alors, comme je vous ai dit, on est très actifs dans le domaine de l'aide humanitaire, où on a une présence et des activités et du soutien, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc là, vous avez les premières victimes de cette guerre qui bénéficient d'un soutien, entre autres aussi de la Suisse. Après, on est aussi dans le domaine de la paix et de la sécurité. La Suisse est connue aussi pour ses bons offices, pour offrir des pourparlers, des plateformes de dialogue, etc. Et là, on a des projets parfois très locaux, avec des communautés locales et des groupes armés locaux, qu'on essaye de faire de la médiation, de les mettre
autour d'une table et de négocier le vivre ensemble le plus bien possible. Mais ça, voilà, c'est un niveau local. Vous savez, on a tendance à parler toujours que de ce qui est le plus visible, qui est aujourd'hui, voilà, le M23 et l'AFC ou le Rwanda derrière. Mais on parle pas forcément aussi de tous les autres conflits qu'il y en a aussi. Et c'est des domaines où la Suisse est parfois très active aussi. On le fait avec une certaine discrétion. C'est clair, parce qu'il faut ça aussi pour avoir la confiance des partenaires. Donc, on met pas forcément toujours une grande visibilité sur ce qu'on fait, mais on travaille vraiment, et ça depuis des années déjà, avec des partenaires qui aujourd'hui nous font confiance. Est-ce que votre pays, la Suisse, envisage ou a envisagé ou pourrait envisager des sanctions contre le Rwanda par rapport à son agression en RDC? Alors, la Suisse, typiquement, reprend toutes les sanctions des Nations Unies, en tant que membre des Nations Unies aussi, et parfois elle se joint aussi à des sanctions prises, soit par l'Union européenne ou par d'autres, voilà, regroupements de pays qui se met en place. Donc c'est tout à fait envisageable que la Suisse le fait aussi. Vous voyez, si on parle d'un autre contexte, la Suisse a repris la majorité des sanctions vis-à-vis de la Russie pour ce qui est de l'agression en Ukraine, mais par exemple, elle l'a pas fait dans le cas de l'Iran, parce que la Suisse représente les États-Unis en Iran. Et donc, afin de pouvoir les représenter, en quelque sorte aussi, on ne peut pas prendre les mêmes mesures afin de garder un certain canal de communication ouvert. Donc voilà, ça dépend du cas par cas, mais la Suisse a pris des sanctions vis-à-vis de plein de pays dans le monde qui sont en situation de conflit ou de guerre. Alors, revenons maintenant à ce qui se passe ici dans l'autre partie où il n'y a pas de guerre. On parle du problème de gouvernance. Monsieur l'ambassadeur, quel regard vous portez sur la gouvernance en République démocratique du Congo? Écoutez, j'imagine que dans mon quotidien, je subis la même, voilà, les mêmes impacts et conséquences de la mauvaise gouvernance dans le pays. Si on parle mauvaise gouvernance, je pense qu'on parle surtout corruption. On sait qu'il y a beaucoup de corruption et la corruption commence déjà souvent dans le petit et on le sait, où en gros on vous demande souvent de l'argent par les forces de l'ordre, etc. Et c'est des choses que moi je subis aussi au quotidien. Bien sûr que je suis un tout petit peu protégé étant un diplomate et circulant avec des plaques jaunes dans la ville de Kinshasa, mais ça ne veut pas dire si j'arrive à un barrage qu'il n'y en a pas, le policier ou la garde républicaine qui me demande un coca ou un café aussi. Donc ça arrive aussi. Donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Après, vous avez une société civile qui est très active, vous avez une presse qui est relativement libre, qui a aussi le droit de pointer du doigt des pratiques et parfois des cas de mauvaise gouvernance. Et c'est des choses que nous, on suit aussi, on travaille aussi avec la société civile. Et je pense que c'est important si on veut vraiment aussi, donner un cadre, notamment aussi pour le secteur privé, pour pouvoir œuvrer dans ce pays avec un état de droit respecté qui est nécessaire pour avoir aussi un climat des affaires propice aux Antilles d'investir et à la fin aussi de développer le pays. Donc je pense que d'améliorer la gouvernance est crucial pour avoir aussi un développement au bénéfice de tout le monde ici au pays. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais ici qu'on s'adresse aux Congolais lambda, ceux qui ne comprennent pas tous les langages diplomatiques ou c'est quoi le rôle d'une ambassade dans un pays. Si je pouvais vous poser cette question que le Congolais lambda se poserait, qu'est-ce qu'une ambassade fait dans un pays? Est-ce vous avez de l'argent, par exemple, à donner aux Congolais ou à distribuer ou à financer? Est-ce que vous faites quoi concrètement et où est-ce que les Congolais peuvent avoir besoin de vous? Alors, c'est une bonne question parce que vous savez, quand j'étais au début de ma carrière, c'était la même question que ma mère m'a posée aussi. Elle a bien compris que je deviens diplomate et je pars à l'étranger. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? C'était pas toujours très clair. En tant qu'ambassadeur, vous êtes tout d'abord le premier représentant de votre pays dans un pays hôte. Donc, ça veut dire que moi, en tant qu'ambassadeur de Suisse en RDC, je représente le gouvernement suisse ici au Congo. Donc, je suis en quelque sorte la porte d'entrée pour les autorités congolaises, pour tout échange entre pays.
Ça, c'est pas forcément ce que vous nommez le Congolais lambda qui veut. Alors, il n'est pas forcément concerné de ça parce qu'il fait pas partie des relations officielles entre autorités de deux États. Une ambassade de Suisse dans le monde, tout comme aussi une ambassade de la RDC dans le monde, elle est là d'un côté pour sa communauté à elle-même. Donc ici au Congo, on a environ 170 Suisses qui sont immatriculés à l'ambassade, donc des Suisses qui habitent la RDC. 170. Voilà. Okay. Donc on est en quelque sorte aussi un peu le guichet administratif pour ces Suisses. Donc si ces Suisses se marient, ont un enfant, ont besoin d'un nouveau passeport, c'est l'ambassade qui fournit ces services à ces Suisses à l'étranger. Pas oublier, je suis en même temps aussi accrédité au Congo-Brazzaville et au Gabon, donc on assume les mêmes tâches aussi pour ces deux autres pays. Pour le Congolais qui veut, par exemple, voyager en Suisse, il aura besoin d'un visa. Donc, typiquement, un pays, il a aussi l'autorité de délivrer des visas. Et c'est là où, je dirais, c'est la tâche peut-être la plus connue du Congolais lambda qui sait qu'il faut aller à l'ambassade pour aller chercher un visa pour pouvoir voyager dans ce pays. Donc, c'est une tâche aussi qu'une ambassade assume. Donc, on est en quelque sorte la représentation officielle d'un pays, mais on est aussi un centre de service, notamment pour des visas, des passeports, etc. Alors, puisque vous avez parlé de visa, parlons-en. Ça, c'est un sujet qui intéresserait sûrement beaucoup de Congolais. Vous faites partie de l'Union européenne ou pas? Non, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, par rapport à d'autres ambassades, vous faites partie des 16 ambassades qui ont choisi elles-mêmes de délivrer les visas et de ne pas faire partie du CEV, donc le centre maison Schengen. Là, il faut distinguer que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais la Suisse fait partie de l'espace Schengen. Mm-hmm. Donc, les accords de Schengen, ils ont été signés par la Suisse aussi. Donc, si vous avez un visa valable pour la France ou la Belgique, vous pouvez voyager aussi en Suisse. Donc, un visa Schengen est valable aussi en Suisse. Mais c'est vrai que la Suisse ne fait pas partie du centre des visas européens. La Suisse, elle délivre elle-même les visas. Disons, c'est un choix, il n'y a pas d'obligation d'être tous sur le même toit. Non, mais disons, on l'a eu déjà avant qu'on est devenu membre de Schengen, et donc c'était une décision de dire qu'on continue à le faire parce qu'on avait un chiffre suffisamment important qui justifiait de le faire aussi nous-mêmes. Si on n'aurait que quelques visas par année, d'avoir des collaborateurs parfois envoyés de la Suisse pour le faire, ça serait peut-être exagéré. Donc, dans ce cas-là, voilà, la Suisse, elle fait elle-même. Il faut pas oublier que la Suisse, la ville la plus connue, même si elle n'est pas la capitale, c'est Genève. Et Genève, c'est aussi le siège de beaucoup d'agences des Nations Unies, mais aussi, par exemple, du Conseil des droits de l'homme, où la RDC est membre depuis janvier de cette année. Et donc, il y a beaucoup de délégations aussi qui doivent voyager à Genève. Et vu qu'on a relativement beaucoup de voyages aussi en Suisse, ça fait du sens qu'on puisse aussi nous accorder des visas. Monsieur l'ambassadeur, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander des visas. Sûrement, c'est la demande que vous avez tous les jours, chaque fois que vous rencontrez les Congolais. On va pas vous demander de visa ici. Je vous le rassure. Il faut aller à l'ambassade de toute manière. Je ne voulais pas le faire ici. Malheureusement, on vous le demande chaque fois que vous saluez les gens. Non, mais l'ambassadeur, hein. Ça vous dérange un peu ça? Non, ça fait partie d'une ambassade. Voilà. Si on parle de nouveau du Congolais lambda, c'est ça ce qui l'y intéresse aussi. Parce qu'il aimerait bien voyager et découvrir. Donc, je comprends. Donc, c'est une question tout à fait légitime. Mais voilà. Pourtant, c'est très difficile quand même d'avoir ce visa de la Suisse. Vous faites exprès de refuser à donner des visas aux... Non, mais évidemment pas. Non, alors, les conditions sont les mêmes comme pour les autres pays membres de Schengen. Donc, c'est exactement les mêmes conditions. Donc, c'est un mythe de dire que le visa suisse est plus difficile que d'autres. Mais c'est pas évident d'avoir un visa suisse. Non, là, on est d'accord. Vous voyez, mais là, on a par exemple, si vous visitez le site web de l'ambassade, vous avez toute une checklist avec des documents qu'il faut fournir afin de pouvoir traiter la demande de visa. Souvent, on a des dossiers qui sont incomplets. Et c'est ça ce qui fait qu'il y a peut-être pas mal de refus normalement. Mais tous ceux qui remplissent les conditions, en gros, ça passe comme une lettre à la poste. Vous voyez, vous remplissez, vous avez tout le dossier complet et c'est bon. Monsieur l'ambassadeur, je veux aussi que vous éclaircissiez. Est-ce que c'est vous qui donnez le visa ou il faut juste le consul? Est-ce que vous avez un mot à dire sur le visa, par exemple, en tant qu'ambassadeur? Écoutez, en tant qu'ambassadeur, et vu que la chancellerie et donc le consulat
fait partie intégrante de l'ambassade. Je suis aussi à la tête du consulat. Dans le travail quotidien, vous pouvez vous imaginer, on a plusieurs demandes. Moi, je suis pas là au quotidien et je regarde moi-même chaque dossier. Moi, j'en occupe plutôt des tâches avec les relations institutionnelles, avec les autorités congolaises, mais aussi avec le secteur privé, et des activités culturelles. Donc, j'ai une équipe, avec mon consul et d'autres collègues qui traitent les visas au quotidien. Moi-même, je fais des contrôles réguliers pour voir aussi si le travail se fait comme il faut. Moi, je suis au quotidien plusieurs fois dans la chancellerie aussi. Je vois la salle d'attente, je vois mes collègues au guichet, etc. Donc, j'ai une idée de ce Donc, qui si se je passe. passe par vous, vous pouvez me donner un visa si j'en ai besoin. Il faut pas passer par moi parce que vous voyez, je suis originaire d'un pays où il faut pas forcément connaître la tête pour que ça fonctionne ensuite. Donc, chez nous, on est peut-être un peu trop carré, comme on nous reproche parfois, ce qui n'est pas faux. On aime bien les règles, donc on a toutes des procédures à respecter. Donc, il faut pas connaître l'ambassadeur pour avoir son visa. Je dis pas que c'est pas un atout de le connaître. Non, je veux savoir si vous pouvez donner un visa. Vous pouvez décider. Non, mais disons, écoutez, je pourrais en théorie interférer, mais je fais confiance à mes collègues. Et en gros, il peut y avoir des dossiers où moi je regarderais peut-être aussi encore en dernier. Vous pouvez vous imaginer si on devrait refuser à une personnalité importante. Imaginez-vous, il y a un ministre qui doit aller à Genève et on est en train de refuser le visa. Ça peut avoir un impact sur les relations bilatérales entre les deux pays. Donc, évidemment, dans un cas pareil, je suis consulté et peut-être, si je suis prêt à prendre la responsabilité, je pourrais peut-être aussi influencer la décision. Mais sinon, en gros, mes collègues, ils appliquent les règles et quand ils appliquent les règles, il n'y a pas besoin que quelqu'un de tiers interfère dans une procédure de visa. Voilà, je vous l'ai dit, on va pas vous demander le visa, monsieur l'ambassadeur, rassurez-vous. Alors, quelles ont été pour vous les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice votre travail en RDC? Si vous devriez parler des difficultés, ça peut être quoi? Écoutez, j'aime pas trop parler de difficultés, dans le sens où, c'est des défis, et moi j'aime bien les défis, donc j'ai plutôt une approche positive à tout ça, mais c'est clair que aussi ce qui est parfois pénible notamment pour les Quinoises et les Quinois, ce qui veut dire la circulation, voire les embouteillages, le manque d'électricité, pas toujours avoir accès à l'eau. Donc, les soucis du quotidien, c'est des choses aussi que je trouve compliquées et où j'ai de la peine aussi. J'ai pas forcément... Bien sûr, je suis privilégié dans le sens où j'ai un groupe électrogène, etc. Donc, je manque pas forcément d'électricité, mais j'ai des collaborateurs. J'ai pitié pour mes collaborateurs de savoir qu'ils ne vivent pas dans des conditions dignes qu'ils mériteraient de vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait de la peine. Après aussi, vous savez, on aimerait bien développer nos relations encore plus rapidement. Donc parfois aussi la lourdeur administrative. Voilà, je suis concerné tout comme vous aussi. Et c'est quelque chose aussi qui parfois est difficile. Donc il faut avoir souvent de la patience ici au pays. Et quelqu'un m'avait dit, si tu n'es pas patient en arrivant au pays, tu vas l'apprendre ici. Alors, à côté de chez vous, de votre résidence, vous êtes à côté du fleuve, mais il y a un mur qui a été construit mur en tôle. En tôle. Oui. Et vous n'avez plus accès au fleuve. D'ailleurs, il y a une artiste qui a fait une exposition par rapport à cela, Magdalena. Est-ce que ça vous dérange, ce mur-là? C'est pas seulement si ça me dérange personnellement ou de manière générale. Moi, quand je suis arrivé, et je sais pas si tout le monde voit à peu près où c'est, mais c'est entre le fleuve Congo Hotel et le palais de la Nation, où dans le temps, cette avenue était accessible à tout le monde et on avait une magnifique vue sur le coucher de soleil et le fleuve Congo. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, j'avais moi-même cette vue aussi et j'ai vu au quotidien les Quinoises et les Quinois en train de courir, promener le chien, faire du vélo, etc. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y a un endroit avec peu de circulation où on pouvait respirer un peu, etc. Aujourd'hui,
Ça a été en quelque sorte privatisé. On a construit cette clôture. On est en train de construire des maisons. Donc, l'accès au fleuve, il y en aura plus. Mais il y en aura plus surtout pour les Quinoises et les Quinois. Et ça, personnellement, je trouve dommage. Voilà. Moi-même, voilà, je suis de toute manière que de passage. Donc, si on m'a privé de la vue, c'est une chose. J'ai toujours encore une belle résidence avec un beau jardin. Je reste privilégié. En tant que Suisse, C'est pas ça. la vue, c'est important pour vous quand même. Hein. Écoutez, moi j'ai grandi dans les montagnes et j'ai des montagnes devant mon nez, donc j'ai pas toujours eu cette vue non plus. Donc en quelque sorte, j'ai appris à vivre avec des grands rochers en face de moi. Donc ça vous dérange ce mur? Écoutez, ça dérange, oui. Je trouve dommage que cette ville Kinshasa, avec ses 18 millions d'habitants, où il y en a plein de jeunes qui n'ont jamais vu le fleuve. J'en ai rencontré dans la cité moi-même. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu le fleuve, parce que le fleuve, il est pratiquement pas accessible en parlant de la ville. À part peut-être le beach, un tout petit peu vers le Majestic, où on a un tout petit peu d'accès. Mais pour le reste, en gros, voilà, c'est construit. La ville tourne le dos envers de la ville en face. Et étant dans la cité, on sait même pas qu'on a ce fleuve Congo qui est juste là. Alors, monsieur l'ambassadeur, quelles sont les choses à Kinshasa qui vous ont rendu heureux, qui vont marquer votre passage? Comme je l'ai dit d'emblée, c'est certainement les rencontres avec les gens. Et bien sûr, si on aime bien l'art et la culture, donc c'est aussi tous ces événements-là. Donc, en dehors du fait de rencontrer des personnes, c'est la musique congolaise, la danse congolaise. Je trouve ces deux domaines où les Congolais sont exceptionnels là-dedans, mais aussi les artistes, les sculpteurs. Donc, voilà, toujours un peu l'accès à l'art et la culture. Pour moi, c'était toujours un peu d'oxygène qui donnait à cette vie qui n'est pas toujours facile. Et parfois, ça nous permet aussi de faire voyager un peu, d'avoir, d'autres pensées, de réfléchir à autre chose. Et ça m'a toujours fait du bien. Et c'est quelque chose qui a certainement marqué beaucoup. Alors, votre vie des diplomates est aussi difficile parce que vous arrivez quelque part, en 3 ans, vous vous êtes sûrement fait des amis, des relations. J'ai 2 questions là-dessus. Qu'est-ce que ça fait de partir et de laisser tout ça derrière? Sinon, est-ce que les relations que vous créez en étant quelque part dans un pays sont-elles sincères et profondes? Parce que finalement, on sait qu'on va partir. Est-ce que c'est profond, c'est sincère? Sinon, qu'est-ce que ça fait? Écoutez, j'espère qu'elles sont sincères, qu'elles sont sincères, notamment aussi avec les gens qu'on fréquente un peu plus qu'une seule fois. Je pense que ça c'est possible, mais ça dépend de la volonté de chacun. Après, c'est vrai, on est de passage et on le sait déjà d'avance qu'on est de passage. Et donc, en quelque sorte, on connaît déjà la date de départ et on sait qu'on ne pourra pas tout garder. Donc, c'est comme une étape dans un parcours d'une vie entière. Ça veut dire difficile de se donner à fond. C'est difficile, mais je pense que c'est possible. Avec quelques personnes, c'est possible. Je crois si on doit nommer des vrais amis. Souvent, on arrive peut-être à 4 ou 5. Je pense vraiment des vrais amis. Après, on peut connaître, 250 personnes et on peut avoir 15 000 personnes qui vous suivent sur Facebook ou quelque chose. Ça, c'est tout à fait possible. Mais des vrais amis, vous en avez pas des milliers. Ça reste quelques personnes. C'est souvent des gens d'enfance, non? Mais vous avez toujours des relations un peu plus profondes dans chaque poste. Et aujourd'hui, heureusement, grâce au moyen de la téléphonie mobile, etc., on peut rester aussi en contact, même quand on est à distance. Et on peut aussi se revoir, soit ailleurs, soit, etc. Donc, j'ai gardé de contact dans tous les pays où j'étais de passage. Et je dois dire qu'en début de carrière, j'avais certainement plus de peine, en quelque sorte, à quitter. Mais avec le temps, et ça fait quand même déjà 15 années que je voyage en tant que diplomate dans le monde, on apprend un tout petit peu aussi, à dire au revoir. Voilà, ça fait partie aussi d'un passage d'un diplomate. Vous êtes content de partir? Écoutez, je suis pas content de partir. Je suis content pour tous les jours que j'ai encore en RDC avant de quitter. Donc, j'essaye de profiter à fond ce que j'ai essayé déjà avant, de voir aussi un maximum de gens. Et évidemment aussi d'avancer avec tous les projets et de préparer le terrain pour mon successeur. Mais après aussi, je sais qu'il y a un autre défi qui m'attend et en quelque sorte, je me réjouis aussi du prochain défi. Mais voilà, ma tête est encore ici et elle restera ici jusqu'au moment où on décolle. Quel conseil donneriez-vous, sans nous le dire, à votre successeur?
Écoutez, le Oui, conseil c'est que je sûrement- donnerais de manière générale, c'est de toujours avoir une ouverture d'esprit et d'être curieux, non, d'aller à la rencontre des gens, d'accepter, par exemple, quand on arrive dans un pays, d'accepter les invitations qu'on reçoit, d'aller découvrir un peu, pour vraiment sentir aussi le pays. Je trouve que c'est vraiment dans la toute première phase, c'est quelque chose où on a le privilège de le faire. Plus qu'on est dans un pays, plus qu'on est pris aussi par ses priorités, et on pourra plus tout faire ce qu'on aimerait bien faire. Donc c'est important dès le début d'être ouvert, d'aller à la rencontre des gens. Et vous devenez quoi après Kinshasa? Vous allez faire quoi, monsieur l'ambassadeur, si c'est pas un secret? Non, ce n'est pas un secret. Ouais. Écoutez, on n'a pas autant de secrets. Ah, mais les diplomates, ils en ont plein, hein, les secrets, on sait Ouais, jamais. c'est ce qu'on dit, mais après, voilà, je les ai peut-être moi-même pas encore découverts. Non, écoutez, en tant que diplomate de carrière en Suisse, normalement, vous faites 2 postes à l'étranger, 1 poste en Suisse, 2 postes à l'étranger. Voilà, donc moi, je suis mûr pour rentrer en Suisse, donc je vais faire un poste en Suisse. Et je deviens vice-directeur des ressources et chef du personnel du ministère des Affaires étrangères suisse. C'est promotionnel, ça? Ou c'est... Écoutez, c'est un nouveau défi. Hein. Après, comment on va définir une promotion? Est-ce que c'est les titres? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est... Moi, j'ai un défi. Je pourrais travailler avec les gens. Je vous ai dit que j'aime bien les gens. Donc, je viens le chef du personnel du ministère. Donc, je trouve que c'est un magnifique défi. Donc, je me réjouis. Vous reviendriez au Congo s'il vous était demandé? Alors, je suis revenu dans tous les pays où j'étais en poste en tant que touriste une fois que j'avais quitté le pays. Donc ça, j'ai fait partout, donc je devrais le faire aussi ici, Non, en tant si je qu'ambassadeur. reste fidèle à moi-même. En tant qu'ambassadeur, écoutez, c'est en théorie possible de faire 2 fois le même poste et même dans la même fonction. Donc il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de le faire. Personnellement, je trouve pas que c'est toujours une bonne idée. Parce qu'une fois qu'on était en poste, ça fait quand même bientôt 3 ans qu'on est là, on a l'impression de connaître un peu le pays. Et même avec la distance, si je reviendrais dans 4 ans, dans 10 ans, etc., j'aurais probablement tendance à croire que je connais toujours encore un peu comment ça fonctionne. Et on oublie qu'il y a tout qui se développe aussi. Mais il y aura d'autres personnes qui sont en charge, etc. Donc les pays changent, donc c'est pas forcément la même chose. Et vu que en tant qu'humain, heureusement, on garde souvent les bons souvenirs, on risque aussi de revenir avec peut-être avec une image trop positive du pays et d'être peut-être parfois aussi déçu quand on revient une deuxième fois. Donc afin d'éviter ça, moi je dirais si j'ai le choix, je préférerais découvrir un nouveau pays. Mais voilà, je vais pas. Mais j'espère vraiment que je serai un jour de retour ici à Kinshasa en tant que touriste pour quand même rencontrer les amis que j'ai gagnés ici aussi. Voilà, monsieur l'ambassadeur, nous sommes arrivés à la fin de cette conversation. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à tous les Congolais en général, mais surtout à ceux qui vous ont connu. Un mot de la fin pour cette émission. Cette émission, j'espère que sera plus ou moins une émission d'au revoir. Alors écoutez, je saisis l'occasion pour vous remercier, tous les Congolaises et les Congolais que j'ai eu l'opportunité de croiser ces derniers 3 ans, de les croiser dans des événements, dans la rue, dans des restaurants, lors des voyages, des gens pleins d'énergie, convaincus qu'ils travaillent pour la bonne cause, soit que ce soit dans le secteur privé, dans la société civile, mais aussi dans la politique, gens qui veulent changer, qui veulent faire développer les pays. Donc, je vous remercie de l'accueil chaleureux que j'ai eu ici chez vous et j'espère vraiment, voilà, qu'on se revoit un jour et qu'on se revoit dans un monde qui sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup, hein, merci énormément et on vous souhaite bon retour chez vous. Merci pour tout ce que vous avez pu faire d'une certaine façon pour la République démocratique du Congo. On vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et votre nouvelle carrière. Et on espère vous revoir encore au Congo. Merci encore. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marius, et voilà, tout de bon à vous aussi. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était donc Monsieur Jasper Sarotte, qui est l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo, qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau de Droit dans les yeux pour nous partager son expérience en République démocratique du Congo. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Et j'espère vous retrouver dans un autre numéro de cette émission Droit dans les yeux. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci. Bye.